Donc, pourquoi ce livre et à quel moment est venue cette idée? Parce que c'est une série d'émissions que vous avez fait à France Culture. Et puis, j'ai l'impression que fil en aiguille, il fallait écrire, il fallait aussi apporter et transmettre aussi, parce que ce mot-là, transmettre est quelque chose, j'ai l'impression, essentiel pour vous. L'idée du livre est venue d'une tentative en fait qu'on a faite dans les Nouveaux Chemins de la Connaissance il y a 3 ans déjà. Je me suis dit que j'aurais aimé moi que quelqu'un me donne des conseils avant de passer le bac. Et comme j'ai pas eu cette chance, je me suis dit tiens, on va voir. À l'époque, l'émission durait une demi-heure. On va voir ce que ça donne. On va mettre sur le grill des professeurs en leur proposant des sujets de dissertation et en leur demandant en 30 minutes de nous dire ce qu'ils en pensent et comment ils l'auraient traité. Et l'inconvénient, c'est que vraiment 30 minutes, c'était un peu court, donc les troisièmes parties étaient toujours tronquées. Mais la semaine avait eu quand même un vrai succès de la part des auditeurs. On avait eu d'excellents retours, des bons retours, et surtout, ce qui m'avait fait très plaisir, des retours de collégiens. C'est-à-dire de gens, de collégiens ou d'élèves de seconde, de première, qui n'étaient pas encore concernés par la philosophie, mais qui, du coup, entraient par hasard dans la philosophie ou dans une certaine façon d'en faire, et y entrer sans déplaisir. Alors du coup, on a renouvelé l'expérience. Comme entre-temps, l'émission a gagné 20 minutes, on s'est retrouvé donc avec 50 minutes, ce qui permettait de creuser davantage le sujet. Et cette année, on a de nouveau renouvelé l'expérience, 2 semaines où on met les professeurs en situation de passer eux-mêmes l'examen, c'est-à-dire de s'infliger à eux-mêmes l'épreuve qu'ils font subir à leurs élèves, et de le faire en général d'ailleurs en public, devant leurs élèves, mais cette fois-ci en 1 heure. Voilà. Et donc cette année, ce sont des dissertations, 2 séries de dissertations, donc qui ne sont pas dans ce livre, qui sont les dernières en date, où 10 professeurs émérites, excellents, méritants, se tapent les sujets qu'ils infligent, ce qui est assez jubilatoire quand même. Hein. L'élève que je n'ai jamais cessé d'être au fond, et qu'ils n'ont jamais cessé d'être non plus, ce dont ils s'aperçoivent en passant l'épreuve elle-même, l'élève que je suis se réjouissait d'être en situation de poser des questions à un professeur. Il y a quelque chose que vous savez déjà signaler un peu en filigrane. Pourquoi aujourd'hui en France, et depuis quand même pas mal d'années, depuis toujours presque, on enseigne la philo simplement en terminale? C'est une folie, oui, c'est une absurdité. C'est-à-dire que c'est une absurdité à tous égards. Le cantonnement de l'enseignement de la philosophie à la classe de terminale est un contresens ridicule. Pour une raison alors interne à la philosophie déjà, c'est-à-dire que très concrètement, un élève a 8 mois et demi, 9 mois pour apprendre une foule de choses qu'il ignore, un vocabulaire qu'il ne connaît pas, qui lui fait peur, dont qu'il se représente comme abscon, à juste titre d'ailleurs souvent, des personnalités tutélaires magnifiques, mais dont on se dit que les textes ne sont vraiment pas faits pour soi, des problèmes extraordinairement complexes. Il a donc 8 mois et demi pour apprendre tout ça, et en plus trouver ça intéressant. Et, qui plus est, réussir une épreuve. C'est une mission impossible, à moins d'avoir un professeur exceptionnel. C'est mission impossible. En revanche, si on acclimatait les élèves à l'exercice de la philosophie, mais même pas seulement à l'exercice, à la fréquentation des philosophes, à la vie des philosophes, peu importe, à des problèmes concrets, j'en sais rien. À vrai dire, peu importe la façon d'entrer en philosophie, l'essentiel est d'y entrer progressivement, d'y entrer peut-être par la petite porte d'un récit ou par la grande porte d'un grand problème, peu importe. L'essentiel est de s'acclimater, de s'accoutumer à un vocabulaire, à un état d'esprit, à une façon de penser contre soi-même. Rien que cela, à mon avis, aurait des effets formidables sur l'épreuve elle-même. C'est-à-dire aurait pour effet tout simplement qu'on ne se représente pas l'épreuve comme la mer à boire. Et puis surtout, quand on est en seconde, en première, on a parfaitement les moyens. Je veux dire, tout ce que je dis à un élève de terminale, je pourrais le dire à un élève de seconde, un élève de première, voire un élève de troisième. Ce sont des choses, on peut dire simplement des choses compliquées sans les simplifier, et c'est tout à fait possible. Et enfin, dernier point, c'est que rien n'est plus utile. On me dit souvent à quoi sert la philosophie. Je fais le malin en disant ça sert à rien, mais c'est pas vrai. Quand on a 14, 15 ans, 16 ans, on a besoin d'une discipline qui vous apprend à penser contre vous-même, qui vous apprend à la fin d'une vérité à envisager celle d'en face, qui vous apprend, c'est tout bête, que la loi n'est pas le contraire de la liberté. Quand on se constitue une identité, d'apprendre des choses comme ça quand on est en seconde, en première, c'est juste bénéfique. C'est-à-dire, 1, ça fabrique des citoyens, 2, ça produit de meilleures notes au bac. Voilà. Mais en même temps, la question fondamentale, à mon avis, que vous posez, lorsque pour donner l'autonomie des pensées à un citoyen, à un jeune, il faut donner quand même quelques balises. Et justement, c'est ça peut-être le rôle de la philosophie. Alors, tout à fait. Et d'autant plus que bien souvent, les gens
croient penser par eux-mêmes quand ils pensent tout seuls. Or, c'est très frappant de constater que quand quelqu'un pense tout seul, il pense comme tout le monde. Il ne pense pas du tout par lui-même, il pense comme tout le monde, c'est-à-dire celui qui dit « moi j'ai rien appris donc je parle librement », s'apprête à enfoncer une porte ouverte en général, c'est-à-dire à balancer un lieu commun. La philosophie est une façon de montrer que pour penser par soi-même, c'est-à-dire véritablement penser par soi-même, ce qui n'est pas la même chose que d'avoir une opinion. On a tous des opinions et nos opinions n'ont en elles-mêmes aucune importance. Ce qui compte, c'est de leur donner la valeur d'un argument. Et la philosophie enseigne que c'est par la fréquentation de ceux qui ont pensé avant nous, et dont on découvre que 2000 ans avant nous, ils se sont posés les mêmes questions que nous. La philosophie enseigne que par cette fréquentation-là, on découvre, on fait connaissance avec précisément soi-même. Soi-même, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus intéressant que moi. C'est beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe et bien plus mêlé des autres que le petit moi qu'on brandit à la surface du monde avec arrogance et suffisance. Et alors, comment est-ce qu'on va justement à l'encontre de nos déterminismes? Eh bien, on va à la rencontre de nos déterminismes en découvrant, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, que dans un dialogue de Platon se trouve formulée la question qu'on s'est posée l'avant-veille. On va à la rencontre de nos déterminismes quand on découvre que toutes les questions qu'on se pose de façon générale n'ont en elles-mêmes rien d'original, n'ont en elles-mêmes rien de particulier, rien de spécifique, mais qu'elles ont été posées par d'autres. On va en philosophie, on découvre, c'est le grand paradoxe. On accède à une forme d'originalité, ou en tout cas à la conscience de soi, par la découverte, par le renoncement au sentiment archi-banal d'être exceptionnel. Et rien n'est plus courant, rien n'est plus répandu que le désir d'être hors du commun, d'être exceptionnel, de sortir de la foule, de dire « moi je » ou « moi monsieur », si vous voulez. La philosophie apprend que ce qu'on croit penser tout seul, ce qu'on croit être le premier à penser, vous savez, on est les premiers à mourir, ça c'est vrai, mais on n'est pas les premiers à penser. Chaque homme est le premier à mourir. La mort est toujours jeune, dit Jean Kelevitch. Mais en revanche, on n'est pas les premiers à penser. Et la fréquentation des philosophes permet de découvrir justement que d'autres ont pensé avant nous et que par conséquent, les problèmes dont on pense qu'ils ne se posent qu'à nous se sont posés à d'autres avant nous. Ce qui est une façon de découvrir par là même que la meilleure façon d'être libre, ça n'est pas de se prendre pour l'origine de ses actes, mais tout simplement de découvrir qu'on ne l'est pas. Ce qui est déjà un premier pas vers la liberté. Il n'est pas dit que ce soit le seul d'ailleurs, après les choses se complexifient. Mais cette seule entrée en matière, cette découverte, cette accession à l'humilité, Socrate est le maître des philosophes, le père de la philosophie, pourquoi ? Parce c'est un professeur d'humilité. Il rend humble son interlocuteur qui commence arrogant en disant voilà ce que c'est que la vérité, etc., etc. Socrate lui dit écoute, tu as bien de la chance de le savoir parce que moi je l'ignore. Et de fil en aiguille, de question en question, Socrate montre à son interlocuteur que non seulement il ne sait rien, mais qu'en plus il ne sait pas qu'il ne sait rien. Alors qu'au moins Socrate, lui, sait déjà qu'il ne sait rien. Et ce petit pas, cette petite connaissance, c'est-à-dire l'idée qu'en somme, le peu de savoir qu'on a, c'est à notre ignorance qu'on le doit, ce petit pas-là est une entrée, et l'entrée peut-être en philosophie, avec l'idée d'étonnement peut-être. Et étonnement, oui, en même temps, mais comment est-ce qu'une question tout à fait apparemment anodine peut devenir aussi une question philosophique? Par exemple, si je vous demande, que gagnez-vous à échanger? Mais parce que la philosophie, en fait, je pense, voilà, je vous donne mon sentiment. J'ai le sentiment qu'on regarde bien souvent les choses de l'extérieur. C'est-à-dire on dit, voilà, comment faire pour que la philosophie s'applique à la vie, en gros. Comment faire pour que ces grands concepts, ces mots, ces livres obscurs, etc., correspondent à une expérience existentielle. En vérité, il me semble que c'est mal poser le problème que de le poser de cette façon-là. L'exercice de la philosophie, par définition d'ailleurs, est tout entier né d'une exigence vitale. C'est la vie, enfin je veux dire, la vie précède les raisons qu'on se donne de vivre. La vie précède le fait d'être vivant, précède les questions qu'on peut se poser sur le sens même de la vie. De sorte que la philosophie est née de l'existence, est née de l'existence, c'est une exigence de l'existence. On ne peut pas ne pas se poser de questions une fois qu'on vit. Le fait d'être vivant, le fait de vivre et le fait d'y chercher un sens est le fait premier. Donc, il me semble qu'il vaut mieux regarder les choses de l'intérieur, c'est-à-dire envisager la genèse de la philosophie à partir d'un processus vital, plutôt que de se poser après coup la question de savoir comment raccrocher les wagons entre deux univers apparemment si différents. En vérité, ces deux univers ne sont pas différents. La philosophie, c'est la fine pointe des questions qu'impose le fait de vivre. Mais ils ne sont pas détachés, ces questions ne sont pas détachées du fait de vivre. Mieux, d'ailleurs, plus on philosophe, plus on pratique la philosophie,
comme une pratique justement, plus elle coïncide précisément avec le fait de vivre, plus elle devient une façon de vivre.